Séquence blanche. Dans la séance 1, vous allez découvrir les EPI, équipements de protection individuelle, et les EPC, équipements de protection collective. L'objectif est qu'à l'issue de cette séance, vous serez en mesure d'identifier les équipements de protection individuelle et collective. Vous serez en capacité de les argumenter. Notre intention est que vous preniez conscience de votre propre sécurité et de celle des autres. L'objectif opérationnel sera une évaluation par questionnaire. Vous devez obtenir un résultat de 21 bonnes réponses sur 26 questions. EPI. Que veulent dire ces trois lettres? Le E correspond à équipement. Le P, protection. Le I, individuel. Pourquoi porter des équipements de protection individuelle, comme les lunettes de protection, le casque, des protections anti-bruit, des gilets fluorescents, des masques anti-poussière, des gants, des chaussures de sécurité et un bleu de travail. Voyons cela en vidéo. On estime que 90% des accidents sur le lieu de travail pourraient être évités en portant les moyens de protection adaptés. Malheureusement, il n'est pas toujours évident de savoir quels sont les équipements de protection individuelle les plus appropriés, ce qui conduit à de nombreux accidents. Les équipements de protection individuelle, également appelés EPI, constituent une partie essentielle de la prévention des accidents. On peut réduire considérablement le risque de blessures graves en comprenant bien les principes des EPI. Personne ne peut se permettre de négliger l'importance des EPI. Votre vie en dépend. Ce programme traite des sujets suivants. Types d'EPI tels que protection de la tête, protection des pieds, protection des mains et des bras, protection des yeux et du visage, protection auditive, protection corporelle, protection respiratoire et protection contre les chutes. Nous parlerons également du contrôle des risques et l'entretien et la conservation des EPI. Nous allons maintenant étudier les EPI en détail. Le casque de chantier. Le nombre d'accidents de travail avec arrêt du fait d'un traumatisme à la tête représente 4% du total des accidents et 10% des décès. Source de la Caisse nationale d'assurance maladie. Il s'agit donc d'un risque de fréquence mortelle élevé, d'où l'importance de porter un casque. Lorsque ce panneau est placé à l'entrée du chantier, il implique l'obligation de porter un casque de protection pour toutes les personnes qui entrent dans ce local ou chantier. Voici deux modèles de casques. Le casque de chantier avec porte-badge, il indique l'identité de l'ouvrier.
le casque de chantier avec une jugulaire. Il est obligatoire pour le travail en hauteur. Les chaussures ou bottes de sécurité. Les blessures aux pieds représentent environ 7% des sièges de lésions des accidents du travail et se divisent en deux grandes catégories. La première catégorie comprend les traumatismes comme les perforations avec pénétration d'un corps étranger, les écrasements, les lacérations. La deuxième catégorie regroupe les blessures résultant des glissades, des faux mouvements, des chutes et de sollicitations excessives du pied mal chaussé, provoquant entorse de la cheville, tendinite. Lorsque ce panneau est placé à l'entrée du chantier, sur la porte d'accès d'un local, il implique l'obligation de porter des chaussures de sécurité pour toutes les personnes qui entrent dans ce local ou chantier. Voici un modèle de chaussures de sécurité. Il en existe beaucoup d'autres modèles. La botte de sécurité qui permet de travailler dans les lieux humides et boueux. Les lunettes de protection. Pour tous les employés de cette société, ce geste est un réflexe. Les yeux sont concernés dans un accident du travail sur 5. Le milieu professionnel comporte de nombreux dangers. Il y a toujours des risques de projection, soit métalliques, soit de liquide, donc de produits chimiques ou de liquides chauds, et également par rayonnement. Donc ça peut entraîner des irritations ou des séquelles, perte de vue ou baisse de vue. En France, la législation impose aux employeurs la fourniture d'un équipement de protection à chaque employé. Aujourd'hui, les lunettes de sécurité sont plus confortables. Elles sont plus légères, plus esthétiques et adaptables aux éventuels problèmes de vue. Donc il existe, on va dire, 3 types de lunettes de protection. Il y a les surlunettes qu'on rajoute par-dessus ces lunettes habituelles, correctrices. Donc il y a des protections latérales, des protections sur le dessus et en dessous. Donc voici la lunette de protection pour les personnes qui n'ont pas besoin de verre correcteur. Pour les personnes qui ont des problèmes de vue, il existe cette troisième sorte de lunettes protectrices sur lesquelles on peut adapter des verres correcteurs. Si vous êtes bricoleur, pensez également à protéger vos yeux, avec par exemple ce type de lunettes. Dans beaucoup d'environnements industriels, la protection des yeux et du visage est obligatoire. De nombreuses applications quotidiennes peuvent en effet générer des particules en suspension, poussière, des projections de liquide corrosif, des rayonnements, des éclats de bois, qui peuvent blesser les yeux et le visage. Les employeurs doivent fournir un équipement de protection individuelle qui offre une protection adéquate des yeux et du visage. Les protections individuelles contre le bruit. Elles sont obligatoires en cas d'une exposition quotidienne à un bruit d'au moins 81 décibels pour une période de référence de 8 heures ou d'une exposition constante ou occasionnelle à un bruit supérieur à 85 décibels. Cette vidéo vous aidera à reconnaître les différents niveaux de décibels qui nous entourent.
can't remember the last time that you invited me to your house for a cup of coffee. Une autre vidéo vous aidera à comprendre les dangers des bruits excessifs dans les oreilles. Ici, une personne dans une ambiance sonore normale. Le bruit entre dans le conduit et fait vibrer le tympan. La vibration est transmise par la chaîne d'osselets à l'oreille interne. Dans l'oreille interne, des cellules munies de cils, appelées cellules ciliées, reçoivent l'information et la transmettent au nerf auditif. Bon Yannick, voici le plan de ferrillage du hall d'entrée là. Ouais. Le premier Lors d'une discussion normale, les cellules ciliées jouent leur rôle sans souffrir. Tu les as reportés en coupe ici. D'accord. Voilà. Lorsque l'ambiance sonore est forte, l'oreille interne souffre sans que l'on ne s'en aperçoive. Lors d'une exposition prolongée, les cils sont irrémédiablement endommagés. La perception des sons s'affaiblit, pouvant aller jusqu'à la surdité totale. Avec une protection auditive, l'oreille ne souffre plus. Maintenant, quelques exemples de décibels avec des matériels électriques. Une disqueuse en action génère environ 75 décibels. Décibels d'une disqueuse. Une scie portative en action génère également environ 75 décibels.
Décibels d'une scie portative électrique. Une scie portative et une disqueuse en action en simultané ne génèrent pas plus de décibels, toujours environ 75 décibels. Décibels avec une disqueuse et une scie portative en simultané. Les méfaits du bruit dans notre vie quotidienne, privée ou professionnelle, sont souvent méconnus et négligés. Pourtant, les conséquences peuvent être graves et irréversibles. Les nuisances sonores ont pour conséquence la surdité avec déficit auditif temporaire ou définitif. Les acouphènes. Il y a également d'autres effets non auditifs, comme les impacts sur la fatigue et le stress. Pour éviter toutes ces nuisances, des protections auditives individuelles doivent être portées. Le choix d'un protecteur individuel contre les bruits s'effectue en fonction de l'environnement du travail, afin d'apporter une protection acoustique satisfaisante et une gêne minimale au porteur. Lorsque ce panneau est placé à l'entrée du chantier, sur la porte d'accès d'un local ou à proximité d'une machine déterminée, il implique l'obligation de porter une protection auditive pour toutes les personnes qui entrent dans ce local ou chantier, quelle que soit l'intensité du bruit. En protection, nous avons le bouchon anti-bruit. Il abaisse les décibels tout en laissant entendre le bruit ambiant. Très utile en cas de danger. Les gants de protection. Les mains dont l'usage est indispensable à tout travail sont souvent mises à rude épreuve et subissent de nombreuses agressions, telles que coupures, brûlures, piqûres, déchirures, décharges électriques, chocs, écrasements, allergies, etc. La main est le premier outil de l'homme, indispensable mais fragile, soumise à une multitude de risques au travail. Faites connaissance avec vos mains, vos plus précieux outils. Chaque main humaine comporte 29 os, 34 muscles qui animent les doigts et le pouce, et 30 artères identifiées. Nous utilisons nos mains pour toucher, sentir, manipuler et travailler. De par leur vulnérabilité, nos mains requièrent une protection adéquate. Ancel est le leader mondial en solutions de protection des mains pour une vaste gamme d'applications industrielles et professionnelles. Au sein du secteur de la construction et du BTP, bâtiment travaux publics, la prise de conscience de la sécurité est de plus en plus forte. Les travailleurs du bâtiment et de la construction sont confrontés à plusieurs dangers sur leur chantier. Leur secteur affiche en effet le plus haut taux d'exposition aux risques professionnels. « 13 ouvriers du bâtiment sur 100 000 sont victimes d'accidents mortels et plus de 800 000 de blessures. Les extrémités supérieures sont les parties du corps les plus touchées. Elles représentent 43,2% du total des accidents non mortels. De nombreux travailleurs signalent des troubles musculosquelettiques, des dermatites et des blessures aux mains, telles que des coupures, des bleus et des brûlures. Les coupures sont les accidents les plus fréquents dans la construction. Ancel met son expertise au service des ouvriers du bâtiment et de la construction pour faire changer les choses. Elle est fière de présenter une gamme de solutions de protection des mains spécifiquement conçues pour les professionnels de la construction.
Si vous maniez des outils vibrants, vous souhaitez pouvoir réduire ces vibrations à un niveau qui vous permette de continuer à travailler confortablement pendant plusieurs heures. Le revêtement interne du gant absorbe les vibrations, vous offrant à la fois confort et protection optimale. Si vous exécutez l'une des nombreuses tâches impliquant un risque de coupure, vous devriez rechercher une protection qui vous permette de travailler de manière plus sûre, sans compromettre votre confort. Réunissant toutes les caractéristiques et les avantages de la célèbre gamme iFlex, hautement résistante à la coupure, ce gant vous procure toute la protection dont vous avez besoin. Manipuler des matériaux lourds sans protection peut engendrer des blessures, telles que des ecchymoses et des coupures. Des fragments peuvent également pénétrer dans la peau. Le PowerFlex vous aidera à manipuler ces matériaux en vous assurant une excellente préhension et une protection efficace. Pourquoi êtes-vous seulement une minorité à porter des gants? Parce que vous leur reprochez souvent d'être inconfortable pour travailler. Mais portez-vous bien le bon gant pour la bonne application? Songez-vous aux dangers auxquels vous êtes exposés? Les ouvriers ont tendance à oublier leur sécurité. Résultat, leurs mains s'épuisent plus vite qu'eux. Lorsque ce panneau est placé à l'entrée du chantier, il implique l'obligation de porter des gants de protection pour toutes les personnes qui accèdent et travaillent sur celui-ci. Voyons quelques modèles de gants. Ici, nous avons le gant de manutention. Il est utilisé en milieu sec. Il est en cuir ou en tissu. L'inconvénient, il n'épouse pas correctement la forme de la main. Nous avons le gant mixte tissu plastique pour la manutention et le coulage du béton. Il épouse correctement la forme de la main. Protection individuelle des voies respiratoires. La protection des voies respiratoires est nécessaire lorsqu'un travailleur est susceptible d'inhaler des poussières, des vapeurs ou gaz, ou s'il travaille dans une ambiance appauvrie en oxygène. Le choix du masque de protection va dépendre de la nature du travail effectué, de la durée d'exposition, des caractéristiques des différentes substances intervenantes. Lorsque ce panneau est placé à l'entrée du chantier ou sur la porte d'accès d'un local, il implique l'obligation de porter un masque de protection pour toute personne qui travaille dans ce local ou chantier. Il existe différentes sortes de protection respiratoire. Le plus commun est le masque anti-poussière en papier. La tenue de travail. Une tenue peut être imposée en toute légitimité pour des raisons de sécurité, d'hygiène ou d'image de l'entreprise. L'employeur est donc autorisé à demander aux salariés de porter une tenue propre et décente, en particulier s'il est en contact avec du personnel extérieur à l'entreprise, ou de nature à ne pas causer de troubles au sein de l'entreprise,
par l'arrêt du 22 juillet 1986. Vêtements de signalisation à haute visibilité. Il existe le gilet. Il y a également des tenues complètes. Toute personne intervenant à pied sur le domaine routier à l'occasion d'un chantier avec circulation d'engins ou d'un danger temporaire doit revêtir un vêtement de signalisation à haute visibilité afin d'être détecté et bien vu dans des conditions dangereuses de lumière du jour ou d'éclairement par les phares de véhicules dans l'obscurité. Le harnais de sécurité. Il doit être accompagné de longes et de connecteurs. À chaque fois que l'on ne peut pas mettre de sécurité collective, il est obligatoire de porter un harnais de sécurité. Le harnais est une protection individuelle. Après les accidents de la circulation, la principale cause d'accident mortel sur le lieu du travail est la chute lourde. Une personne sur 5 ne survit pas à cette chute. L'utilisation d'une protection anti-chute peut donc vous sauver la vie. Dans ce programme, nous allons aborder les différents types de protection anti-chute, l'utilisation et la fixation du matériel, la maintenance et l'inspection de l'équipement. Il existe deux types de protection individuelle. Le système de protection anti-chute et le système de positionnement. Le système de protection anti-chute stoppe la chute une fois que celle-ci a débuté. Le système de positionnement vous soutient et vous fixe dans votre position de travail. Pour comprendre comment la protection anti-chute fonctionne, voyons ce qui se passe pendant une chute. La chute libre est l'espace de temps avant que l'appareil reçoive le travailleur. Pendant la chute libre, le corps prend de la vitesse. Donc, plus la chute est longue, plus le corps va vite. Le corps est freiné progressivement dès que la protection anti-chute prend la relève. Pendant le freinage, toute l'énergie accumulée par le corps pendant la chute est transmise au système anti-chute. La distance nécessaire à un arrêt complet est appelée la distance de freinage. Un amortisseur de choc absorbe la plupart des chocs sur le corps, évitant les blessures. Une protection anti-chute individuelle doit être assez solide pour absorber les chocs et stopper la chute sans exercer une pression trop grande sur le corps. Votre employeur est tenu de faire un inventaire des risques et d'indiquer quel type de protection anti-chute doivent être utilisées. Vous devez aussi suivre une formation pour bien utiliser les protections anti-chute. Lors de cette formation, vous apprendrez comment porter votre équipement et comment effectuer sa maintenance. Vous apprendrez aussi comment utiliser une protection anti-chute et les cordes et comment accrocher une corde de sauvetage. N'utilisez l'équipement que pour la fonction à laquelle il est destiné. N'utilisez donc jamais un système anti-chute pour vous positionner. Le choix du point d'ancrage pour la fixation de votre protection anti-chute est essentiel. Celui-ci doit être assez solide pour pouvoir supporter plusieurs fois le poids d'une personne qui tombe et de ses outils. Les meilleurs points d'ancrage sont des poutres en I, des cordes de sauvetage tendues ou d'autres points solides d'accrochage. N'utilisez jamais de tuyaux.
des réseaux de câbles ou d'autres éléments qui n'ont pas été conçus pour porter des charges lourdes. N'utilisez jamais de boulons ou autres saillies où le crochet pourrait glisser. Le meilleur emplacement pour votre fixation se situe au-dessus de l'endroit où vous travaillez, pour que la distance de la chute libre soit réduite au minimum. Tous les points d'ancrage en dessous de l'anneau en D de votre harnais augmenteraient la distance de votre chute, alors qu'un point au-dessus la diminuerait. Pour déterminer une hauteur sûre pour placer le crochet, vous ajoutez la longueur totale de votre corde à la distance entre votre anneau en D et vos pieds. Veillez à ce que le point d'ancrage soit plus haut que la distance entre vous et l'obstacle en dessous. Autrement, vous toucherez le sol ou autre chose avant que la protection anti-chute ne vous ait stoppé. Veillez à ce que le point d'ancrage soit bien au-dessus de votre tête pour que vous ne vous balanciez pas pendant votre chute. Pendant un mouvement de chute horizontale, vous pouvez encourir de graves lésions. Changez de point d'ancrage si vous changez d'endroit pour que celui-ci demeure toujours au-dessus de votre tête. Il est clair que plus la chute est longue, plus le corps va vite et donc plus grand est le choc que reçoit le corps quand il est immobilisé. Il est donc important de limiter au maximum la distance de la chute libre. Évitez les situations où une chute libre de plus de 2 mètres pourrait se produire. Les câbles de sécurité peuvent être tendus de façon horizontale ou verticale. Une voie de sécurité horizontale doit être tracée et installée par un installateur expérimenté. Plus le nombre de travailleurs sur un câble est élevé, plus celui-ci et les points de fixation doivent être solides. Sur une voie de sécurité horizontale, il ne peut jamais y avoir plus d'une personne attachée au câble. Veillez à ce que le câble aille jusqu'au sol ou jusqu'à l'étage inférieur. Avant de commencer à travailler en toute sécurité, vous devez vous attacher au point d'accrochage. Dans une situation de sécurisation de chute optimale, vous êtes toujours accroché. Cela signifie que vous vous attachez avant de prendre la position dans laquelle vous pourriez tomber et que vous ne vous détachez qu'une fois en sécurité. Ne faites aucun nœud dans la corde, car cela affaiblit la corde. Utilisez de préférence une corde plus courte plutôt qu'une corde avec un nœud, ou diminuez la distance de votre chute libre pour minimiser la puissance du choc sur le système. La corde peut aussi être endommagée lorsqu'on l'attache à des surfaces coupantes ou rugueuses, comme des poutres en I ou en H. Une surface coupante peut affaiblir la corde ou même la couper à cause de la puissance de la chute. Mieux vaut utiliser des cordes de fixation spéciales pour les poutres, les rails et d'autres points d'ancrage. Pour protéger une corde, vous pouvez utiliser une couche de protection appropriée entre la poutre et la corde. Seuls des mousquetons à fermeture automatique, à verrouillage à vis ou manuel peuvent être utilisés pour éviter des ouvertures impromptues. Ce risque existe quand, lors d'une chute, une corde ou un autre objet exerce une pression sur le crochet et arrache le crochet de l'ancre. L'anneau en D du harnais doit être suffisamment ample pour que le crochet puisse bouger sans rester coincé. Vérifiez toujours si le crochet est bien fermé et mis sur la sécurité après l'avoir attaché. Les harnais doivent être bien serrés. Si votre harnais est trop lâche, il pourrait glisser pendant votre chute. Inspectez votre harnais avant de le mettre. Tissu effilé, anneau en D déformé, déchirure, côté rugueux ou aigu sur les parties métalliques et boucle fonctionnant correctement. Secouez ensuite l'anneau en D à l'arrière du harnais pour que les lanières se fixent correctement. Tirez les bandes sur vos épaules de sorte que l'anneau en D se place au milieu de votre dos. Passez les bandes jambières entre vos jambes et attachez-les. La bande centrale doit être serrée mais ne doit pas ligaturer. Attachez la bande du thorax et vérifiez que tout est bien serré et que vous pouvez toujours bouger. Accrochez votre harnais au milieu de votre dos à hauteur d'épaule ou au-dessus de votre tête pour éviter toute chute sur le côté ou en arrière.
L'échelle de sécurité a été conçue pour laisser les deux mains libres lors de l'escalade. Le système offre, tant pendant l'escalade que pendant la descente, une sécurité continue contre les chutes. N'escaladez jamais en tenant quelque chose en main. Utilisez des cordes de hissage pour soulever vos outils ou du matériel. Après avoir chuté et avoir été sauvé par votre équipement anti-chute, les secours viendront vous tirer d'affaire. Ne paniquez pas et n'essayez jamais de détacher votre système anti-chute. Attendez l'aide d'un spécialiste. Les sauveteurs savent ce qu'ils doivent faire pour vous ramener sain et sauf sur le sol. Collaborez et ne faites pas de mouvements qui ne sont pas nécessaires. Vous éviterez ainsi des lésions plus graves à votre tête, votre cou et votre dos. Un équipement défectueux peut causer la mort de la personne. Les quelques minutes que vous consacrez à l'inspection de votre équipement peuvent vous sauver la vie. Un équipement usé ne peut plus être utilisé. Un équipement impliqué dans une chute doit d'abord avoir été inspecté par un spécialiste avant de pouvoir être réutilisé. Suivez toujours la procédure applicable dans votre entreprise pour l'entretien et le rangement des équipements anti-chute. En général, l'équipement doit être conservé à l'abri de la chaleur, de la lumière, des produits chimiques et des étincelles de soudure. Ne laissez jamais votre équipement dans un endroit où passent des personnes ou des véhicules. Les parties métalliques doivent être protégées contre la corrosion et les dégradations. N'utilisez jamais votre protection anti-chute individuelle pour hisser du matériel ou des outils. Une protection anti-chute individuelle peut vous sauver la vie. Votre employeur doit prendre soin de l'équipement et vous donner les instructions d'utilisation et de maintenance. Mais votre façon d'agir détermine le résultat. Préférez-vous chuter ou préférez-vous rester en bonne santé? Portez toujours une protection anti-chute quand c'est nécessaire. Lorsque ce panneau est placé à l'entrée du chantier, il implique l'obligation de porter un harnais. Pour les personnes qui travaillent sur le chantier, sans sécurité collective. Nous avons vu les EPI. Maintenant, regardons à quoi correspondent les EPC. Équipement de protection collective. L'exposition au risque de chute de hauteur est importante dans les activités du BTP. Les postes de travail occupés par les ouvriers dans les phases de construction d'un ouvrage les placent dans une situation accidentogène. Avec une chute toutes les 5 minutes en 2008 et sans amélioration depuis, les chutes de hauteur sont les premières causes d'accidents graves et mortels dans le BTP, avec 47 décès en 2013. Des accidents aux conséquences dramatiques et aux incidences graves pour les entreprises. Il faut donc agir sans cesse pour les prévenir. C'est pourquoi il faut mieux agir en prévention avec les dispositifs existants. Mais qu'est-ce qu'une chute de hauteur dans le BTP? De quoi parle-t-on? Rappelons-nous qu'il existe 3 types de chutes. Une chute depuis une position élevée, à proximité d'une dénivellation, ou depuis un équipement qui surélève la personne. Parce que l'acte de construire nécessite d'avoir des postes de travail en hauteur, il faut prévoir le risque. C'est premièrement chercher à le gérer en réfléchissant à l'organisation. Certaines activités, en effet, peuvent s'initier au sol, comme le montage de charpente.
Et l'on peut aussi réduire le risque en limitant l'exposition aux seules phases d'assemblage des éléments. Mais lorsque l'activité doit amener à travailler en hauteur, comment sécuriser son poste de travail? Il existe alors des équipements ou aménagements techniques qui permettent de travailler en hauteur dans de bonnes conditions d'exécution et de sécurité. Ces dispositifs, dits de protection collective, sont classés en deux catégories. Les protections collectives définitives et temporaires. Elles sont la réponse appropriée. Nous allons les décrire en fonction du poste de travail. Les protections collectives définitives feront parfois partie de l'ouvrage final. Si elles peuvent être installées au plus tôt durant la construction, l'opérateur interviendra alors en sécurité. Par contre, tant qu'elles ne sont pas mises en place ou si elles ne sont pas prévues, il faut dès lors installer une protection collective temporaire. Elles sont adaptées à la phase du chantier et aux risques à éviter. Elles vont permettre d'empêcher la chute lors de ses déplacements ou à son poste de travail. Mais quelles sont ces protections collectives temporaires? Dans l'ouvrage, ce sont des protections de trémies, Des protections de baies, des protections de cage d'escalier et d'ascenseur. des protections pour les travaux en toiture qui vont permettre d'assurer une protection périphérique ou en sous-face. Comme les consoles, les protections de pignon, les protections bas de pente ou sur accroterre, et une protection en cas de chute, les filets de recueil. Pour des travaux nécessitant de créer des accès ou des plans de travail, ce sont les échafaudages modulables qui sont pourvus désormais de fonctionnalités de montage et de démontage en sécurité à mettre en place par du personnel formé. Pour des travaux requérant de fréquents déplacements ponctuels et répétitifs, Les différents types de nacelles permettent d'exécuter des travaux en hauteur avec beaucoup plus de sécurité. l'avantage de leur utilisation et leur coût plus abordable font qu'elles sont plus fréquemment utilisées pour certains chantiers. Pour des tâches ponctuelles à faible hauteur, la pirle rend le poste de travail plus sûr pour des travaux de seconde œuvre, de nettoyage ou de maintenance. Enfin, en cas de mise en place, Nous en avons terminé avec les protections individuelles de sécurité et collectives. Vous avez retenu les différentes obligations du port des EPI, à quoi correspondent les EPC, vous avez pris des notes, alors vous pouvez demander au formateur pour passer l'évaluation.